Alors je vous propose qu'on démarre avec cette session qui va se passer en 3 temps. Un premier temps sur l'approche communautaire et la question des plaidoyers des usagers avec un exemple en Côte d'Ivoire. Cette présentation sera faite par Samuel Nguessan qui sera avec nous en visioconférence. Malheureusement, il n'a pas pu venir avec nous, mais je sais qu'il assiste depuis hier au colloque. Et je souhaite qu'un de ces jours, on puisse se rencontrer en présentiel. Voilà, en tout cas, je le salue. Donc Samuel, qui est superviseur droits humains et président du groupe de plaidoyer Phoenix en Côte d'Ivoire, travaille ardument autour de la question du droit des usagers et du plaidoyer des usagers. Cette intervention sera en 2 voies avec Mathieu Hyé, qui est chef de projet Médecins du Monde, un programme de réduction des risques à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et qui est avec nous. En deuxième partie, le professeur Kouma, qui est avec nous et qui est le secrétaire général du comité interministériel de lutte anti-gangs de la Côte d'Ivoire. Alors, je ne sais pas si c'est un équivalent, en tout cas, en France, il y a la MILDECA, qui est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, voilà, donc, et qui, lui, va surtout nous parler de la question du respect des droits des usagers et de la position gouvernementale sur ces questions-là. Et en troisième partie, on aura la présentation un film réalisé dans une salle de consommation luxembourgeoise à Esch-sur-Azette et qui nous sera présenté par Mauro Lupo et Gériane Lucio Demelo, si ça va, je vais bien prononcer. Et donc on projettera ce film et on aura un petit temps d'échange. Je l'espère qu'on sera dans les temps. On va essayer de s'arrêter à 12h30, dernier carat. Voilà. Alors, sans plus tarder pour des questions de temps, je vais donner la parole. Alors d'abord à Mathieu, ensuite à Samuel, je crois, sur cette première partie. Bonjour. C'est pour moi un grand plaisir et un honneur de participer à ce colloque. Comme Gauthier le disait, je suis Mathieu Hyé. Donc, comme je le disais, Médecins du Monde en Côte d'Ivoire développe un projet de réduction des risques auprès des personnes usagères de drogue depuis 2015. Et il y a eu plusieurs interventions qui ont permis d'asseoir en fait toute une politique qui accompagne les personnes usagères de drogue. Et au travers de cette politique-là, on a pu implémenter un projet de réduction des risques qui a démarré depuis 2014 par une étude biocomportementale. Ensuite, la première phase du projet s'est déroulée de 2015 à 2017 et la deuxième phase du projet de 2018 à 2020 et la troisième phase de 2021 à 2023. Et ces différentes phases-là ont abouti à partir de 2024 à la mise en œuvre de projets de réduction des risques qui sont portés par des associations ivoiriennes en Côte d'Ivoire, à savoir Espace Confiance, ASAPSU, APROSAM et Enda Santé. Et Médecins du Monde, pour la suite de ce projet-là, fait la dissémination des bonnes pratiques en RDR dans 2 nouveaux pays d'Afrique, à savoir le Togo et le Bénin. Et tout au long de ces différents projets-là, il y a eu des phases... au cours de ces 3 phases de projet, il y a eu des résultats qui étaient exclusivement liés en fait à l'approche communautaire pour développer déjà une approche communautaire qui permettait de renforcer l'accès aux soins aux personnes usagères de drogue. Ensuite, il a fallu mobiliser les communautaires pour leur donner de pouvoir participer aux prises de décision en tout ce qui concerne les politiques sur les personnes usagères de drogue. Ensuite, il y a eu la représentation de ces personnes-là dans tout le processus d'accompagnement dans tout le processus d'accompagnement de la révision de la loi. Et il y a eu aussi des activités qui ont permis de travailler à 3 niveaux sur les personnes usagères de drogue, c'est-à-dire qu'elles ont été impliquées dans le projet
en les formant pour qu'ils deviennent des travailleurs paix, pour pouvoir accompagner tout l'accès aux soins des personnes usagères de drogue. Ensuite, il y a aussi le travail qui a été fait sur l'empowerment de la communauté pour l'emmener à... On a initié avec elle la mise en place d'associations qui aujourd'hui travaillent dans tout ce qui est processus d'amélioration des conditions des personnes usagères de drogue. Et troisièmement, la communauté a été impliquée dans le plaidoyer. C'est ainsi qu'est né le groupe de plaidoyer Phoenix. Donc, comme je le disais tantôt, les pairs ont été formés, ils ont été encadrés pour pouvoir accompagner leurs pairs dans tout ce qui est recherche, prévention et prise en charge des pathologies telles que le VIH, la tuberculose et les hépatites, et puis à l'accompagnement aussi des femmes usagères de drogue pour les suivis de grossesse et toutes ces choses. Ensuite, il y a eu tout un travail de mise en place de l'environnement pour permettre de travailler sur tout ce qui touchait aux personnes usagères de drogue, mais en impliquant la communauté, rien pour nous, sans nous, un des slogans sur lequel on s'est appuyé. Ensuite, on a eu aussi à organiser tout ce qui était le plaidoyer, c'est-à-dire à chaque fois qu'on devait rencontrer les autorités, lorsqu'on devait rencontrer des institutions, on allait toujours avec des personnes usagères de drogue, et au sein de l'équipe de Médecins du Monde qui travaillait, il y avait des salariés issus de la communauté, et par la suite, pour faire plus légitime, on s'est dit que des personnes qui travaillent à Médecins du Monde ne parleront que en faveur de Médecins du Monde. Il fallait que des membres même de la communauté puissent accompagner ce travail de plaidoyer-là. Et c'est ainsi qu'on a identifié des personnes leaders dans la communauté qu'on a formées au plaidoyer, et qui par la suite on se sont regroupés en une petite association qu'on a payé le groupe de plaidoyer Phoenix. C'est comme ça que Phoenix est né, et il y a eu plusieurs activités que Phoenix a menées, mais Samuel tout à l'heure vous donnera plus de détails à ce niveau-là. Voilà, et là je pense que Samuel peut maintenant prendre la parole pour présenter le groupe de plaidoyer Phoenix. Bonjour à tout le monde. Alors, je suis Nguessan Siri Samuel, Ivoirien résident en Côte d'Ivoire, leader communautaire et président du groupe de plaidoyer Phoenix. Alors, comme l'a signifié M. Mathieu Hier, le groupe de plaidoyer Phoenix est la conséquence palpable de l'employment de la réduction des risques en Côte d'Ivoire. Alors, il fallait que les membres de la communauté PUID puissent investir dans les actions qui ont été mises à leur endroit. Et donc, nous, en tant que personnes usagères de drogue, il fallait que nous nous constituions en réseau et mettre en pratique notre association. Avant tout propos, il faudrait savoir que l'historique du groupe Phoenix est de d'abord mobiliser la communauté UD pour une bonne représentation dans les instances de décision afin d'adresser des questions sur la thématique de l'usage de drogue. Aussi, le besoin de faire des témoignages afin d'exprimer le vécu des PUD, aussi l'initiation au cours de la deuxième phase du projet LDR, et enfin la structuration durant la troisième phase de la LDR. Il est bien de savoir que le groupe de plaidoyer Phoenix a pour mission de recueillir les besoins et les avis de la communauté sur les sites de consommation. Parce qu'il était très intéressant pour que nous-mêmes, en tant que personnes usagères et bénéficiaires, puissions transmettre notre vécu afin que ce vécu-là puisse être entendu par des personnes ressources afin de faire remonter les bonnes informations pour qu'un accompagnement adapté puisse être fait. Il y a aussi dans notre mission d'accompagner des initiatives en faveur de la communauté PUD, d'assurer la veille sécuritaire, sanitaire et judiciaire au sein de la communauté UD, parce qu'il est important de savoir que avant l'adoption de la loi, les personnes usagères de drogue étaient interpellées sur les sites de consommation. Donc il était aussi important pour nous d'initier des échanges avec les autorités judiciaires pour que celles-ci comprennent que ces personnes qui sont arrêtées sur des sites ne sont pas des criminels, ce sont juste des personnes qui font usage de drogue et qu'elles ont besoin d'une assistance médicale afin de pouvoir bénéficier de bien d'autres choses. Il y a aussi l'appui à la mobilisation des ressources pour soutenir les programmes de LDR.
Aussi, dans notre mission, nous participons à la capitalisation de la diffusion des bonnes pratiques de la LDR. Parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est que en matière de réduction de risque, lorsque le message est passé par un membre de la communauté, les usagers se sont plus à l'aise d'écouter et de mettre en pratique les messages qui sont dupliqués. Donc, être membre de la communauté, participer à la capitalisation de ces diffusions-là a été quelque chose de très bénéfique. En matière de réalisation, il faudrait savoir que nous avons été des acteurs très impliqués sur la nouvelle loi ivoirienne qui, au détriment de la pénalisation des personnes usagères de drogue, prend en compte les personnes usagères de drogue comme des personnes malades. Et donc, nous avons participé à l'écriture des décrets d'application de la loi. Nous aussi alertons aussi les cas de problèmes liés aux activités de terrain, liés à la prise en charge des personnes usagères de drogue, parce qu'il faut savoir que bien que la loi a été adoptée, mais c'est pas tout le monde qui a conscience de cette loi. Donc, il arrive souvent qu'il y a des descentes judiciaires, et nous, en tant qu'acteurs terrain, il est important pour nous de remonter ces informations-là afin que tout le monde soit au même niveau d'information. En dehors de cela, nous faisons la promotion de la loi. Parce que cette loi-là, comme je l'ai dit tantôt, c'est la loi 2022-407 du 13 juin 2022. Donc, dans nos activités, il est aussi bien de parler de cette loi-là afin d'informer nos pairs sur les dispositions pratiques en Côte d'Ivoire et aussi informer aussi les acteurs de la loi, c'est-à-dire les policiers et les gendarmes, pour qu'ils adoptent une conduite appropriée vis-à-vis des personnes usagères de drogue qu'ils interpellent lors de leurs activités. Aussi, nous faisons la promotion de la campagne de plaidoyer sur le Shipper Don't Punish qui est dans le mois de juin. Et je pense qu'à travers nos actions, nous amenons un bon nombre de personnes à prendre conscience de ce qui se fait au niveau international et au niveau national. Slide. Alors, quelques images. La première image où vous voyez deux personnes arrêtées avec deux personnes accroupies. Les personnes arrêtées sont des personnes membres du groupe de plaidoyer Phoenix. Une personne parmi elles est sous la méthadone et elles ont mené une médiation judiciaire. Parce que comme je l'ai dit tantôt, il arrive des fois où des usagers sont interpellés et donc vu que la loi ne permet pas ce qu'une personne usagère de drogue puisse aller en prison, nous déléguons des personnes sur le terrain afin de faire des médiations judiciaires. La seconde photo où je suis avec le professeur Ansa, entouré d'une dame, elle est représentative d'une organisation humanitaire en Côte d'Ivoire qu'on appelle Espace Conscience. Parce que il est très important pour nous de rencontrer les autorités étatiques afin de les parler du bien de l'inclusion des personnes usagères de drogue dans la lutte. Et donc là, c'était une séance de travail avec le professeur Onsa et à la sortie, il a été judicieux pour nous de faire une photo de famille. La prochaine image, comme vous le constatez, vous voyez des personnes en tenue. C'était une formation à l'endroit des autorités judiciaires et des magistrats. Parce que, il est important de montrer une image haute des personnes usagères de drogue. Et donc, à cet effet-là, à cet atelier, nous avons été en grille des formateurs. Parce que ça surprend beaucoup de personnes de voir des personnes qu'on dit usagères de drogue prendre le micro, prendre la parole et instruire sur une thématique qui vraiment à un certain niveau n'était pas compris. Donc, de par ces actions-là, les autorités judiciaires ont accordé plus d'intérêt à ce que nous faisons et nos rapports ont vraiment été très améliorés. La prochaine image, c'était à Yamoussoukro avec le ministre de la Sécurité. C'était la dernière image où le décret de la nouvelle loi, avant qu'elle soit promulguée, il y a eu des pourparlers. Donc là, c'était un pourparler avec les sénateurs en présence d'une membre du groupe Phoenix et un représentant de Médecins du Monde, avec bien sûr un membre du CONATI, parce que le CONATI, c'est l'ONG fêtière qui rassemble toutes les structures qui travaillent sur la réduction de risques. La photo d'en bas, la dernière photo, ça c'était à une activité purement nationale où le ministre de la Santé de la Côte d'Ivoire a été invité à une conférence. Et moi, en tant que citoyen et leader communautaire, j'ai eu à prendre la parole afin de parler, afin de faire un plaidoyer surtout sur la situation des agents de santé communautaire qui, parfois, bien que nous apportons un plus au sein de notre communauté, nous ne sommes pas encore reconnus au niveau institutionnel.
Alors, si on peut passer à un autre slide, merci. Alors, pour les leçons apprises, à travers une analyse SWOT, je vais vous partager un peu ce que nous avons appris. L'expérience vécue authentique. Les pairs parlent à partir de leur propre vécu. Parce qu'il est très important de savoir que lorsque des témoignages sont faits par des personnes qui vivent une certaine réalité, ça apporte plus d'intérêt aux personnes qui nous écoutent. Et après cela, il y a l'accès interdit à la communauté, l'accès direct plutôt, parce que c'est beaucoup plus intéressant lorsque nous-mêmes qui sommes issus de la communauté, nous allons vers nos pairs afin de les parler de ce qui est en train d'être fait au niveau international et au niveau national, afin de les faire comprendre qu'il y a des centres qui sont là, qui permettent à toutes les personnes qui font usage de drogue de pouvoir bénéficier d'un certain soin en lien avec leur addiction. Le troisième point, c'est la création des liens de confiance. Nous, en tant que pères, lorsque nous allons vers nos autres frères pour les parler de la notion de drogue, ils sont plus en sécurité. Et donc, à travers ce caractère de sécurité-là, nous sommes beaucoup plus réceptifs vers notre père. Et à travers cette réceptivité-là, ils vont vers des centres de prise en charge dédiés à eux-mêmes. Il y a aussi le renforcement de l'estime de soi, parce que c'est pas facile pour une personne qui fait usage de drogue, par son addiction, de se faire confiance et de prendre la parole comme ce que je suis en train de faire actuellement. Donc le fait de nous mettre au devant des choses, ça nous permet de savoir que nous avons la possibilité de nous réinsérer socialement et de pouvoir faire beaucoup de choses. Il y a aussi au niveau des opportunités, nous avons conclu des partenariats avec des ONG et avec des institutions. Ça nous donne la possibilité de renforcer leur impact en collaborant avec des acteurs reconnus. Il y a aussi l'utilisation des médias sociaux. Parce qu'il faut reconnaître que bien que nos interventions se font sur les sites de consommation, il est aussi important de relayer ce que nous faisons pour que des personnes qui ne fréquentent pas ces sites-là puissent avoir une idée de ce qui se fait sur le terrain et à partir de là, s'imprégner des réalités que vivent les personnes usagères de drogue et de tout ce mécanisme-là qui est mis en place pour leur bien-être. Au point 3, il y a le programme de financement international. Parce qu'il faut reconnaître que lorsque les personnes usagères de drogue elles-mêmes prennent la parole, ça facilite un accès de fonds dédiés à ces personnes-là et que ces fonds-là puissent être dédiés sur les droits humains et la santé communautaire. En haut, on voit le 1, le manque de formation technique. Ça, on dira que ce sont un peu les contraintes que nous rencontrons. Parce que les contraintes, il y a des difficultés à structurer un plaidoyer efficace sans accompagnement. Il faut le dire que bien que le groupe de plaidoyer Phoenix a été mis en place avec l'idée de Médecins du Monde et qu'actuellement nous sommes suivis par d'autres ONG, à savoir Espace Confiance, il est très important de savoir que nous avons des difficultés de manière technique à nous étaler de manière efficace sur le terrain. Il y a aussi une instabilité personnelle au niveau social. Parce qu'il faut le dire haut et fort, ce qui nous amène à travailler sur le terrain, nos motivations ne sont pas financières, mais il est aussi intéressant d'ajouter, de compléter une certaine motivation à ce que nous faisons. Parce que cette instabilité fait que au niveau financier, il y a certaines difficultés auxquelles nous faisons face, comme par exemple après des activités judiciaires, parce que comme j'ai parlé tantôt de médiation judiciaire, normalement lorsqu'une médiation judiciaire est effectuée, nous faisons sortir l'individu dans un poste de police vers un centre de santé. Alors quand nous sommes limités financièrement, ça fait que nos actions se limitent juste à libérer l'individu et après sa libération, on n'a pas la possibilité de faire le suivi. Donc, je pense que à travers l'énumération de ces difficultés-là, on pourra certainement trouver des issues favorables. Après cela, il y a la reconnaissance institutionnelle limitée. Nous avons peu de reconnaissance officielle et de rémunération pour le travail que nous faisons. C'est vrai, nous faisons du bénévolat, mais lorsque ce bénévolat-là est accompagné d'une certaine motivation, peu importe la forme de la motivation,
elle pourra encourager vivement toutes les personnes qui pourront s'investir dans la lutte. Il y a aussi la ressource financière et logistique faible, le manque de moyens pour organiser des actions de plaidoyer à grande échelle. Et pour finir, la criminalisation et la représentation policière. Il faudrait savoir que les risques d'arrestation ou de harcèlement pour les pairs engagés sont très récurrents. Bien que les forces de l'ordre ont aussi en conscience de ce que font les pairs sur le terrain, mais il y a beaucoup de risques qu'un père qui soit en même temps usager de drogue et travaillant sur la lutte soit arrêté par des officiers de police judiciaire. Il y a aussi la stigmatisation sociale persistante qui est un obstacle à la reconnaissance publique et à la politique de notre rôle. Aussi, l'instabilité politique ou économique, c'est-à-dire le changement de priorité gouvernementale, peuvent affaiblir les soutiens. Donc, pour cela, il est très important pour que les institutions étatiques qui sont déjà impliquées dans la lutte puissent faire un suivi pour que les politiques qui sont appelés à revenir gouverner le pays puissent suivre la tendance actuelle afin de pouvoir permettre à ce qui a été déjà fait de pouvoir voir de bons fruits à l'endroit de nos pères. Et enfin, la récupération ou l'instrumentalisation. Le risque le risque que notre voix soit utilisée sans réel de pouvoir de décision. Parce que il faut dire que sur ce dernier point, nous avons peur que notre voix soit juste écoutée sans véritablement prise en compte dans les pouvoirs de décision. Et donc, nous souhaiterons à travers cette présentation, parce que c'est le dernier point, nous souhaiterons à travers cette présentation que les institutions internationales qui nous donnent l'occasion aujourd'hui de pouvoir parler au monde entier, de se rapprocher de nous qui sommes là, de se rapprocher aussi de nos partenaires qui sont déjà avec vous sur place, afin que nous qui sommes des personnes usagères, qui, de par notre consommation de drogue, arrivent à être professionnels, arrivent à être responsables, puissent vraiment avoir un soutien comme il se doit pour mener à bien ce que nous avons commencé pour le bien-être de nos pères. Slide. Alors, pour les perspectives, le renforcement des capacités des pairs sur le plaidoyer et les droits humains et le genre. L'intégration systématique des pairs dans les dispositifs de santé publique. L'intégration des activités de plaidoyer par les pairs dans le financement de la RDR et la mise en relation des associations usagers de drogue de divers horizons pour un partage d'expériences et une mutualisation acquise. À travers ces perspectives-là, je vais clore ma présentation et comme c'est écrit sur la présentation, Médecins du monde soignent aussi l'injustice et nous, membres du groupe de plaidoyer Phoenix, à travers le nom même de notre association, nous renaissons de notre cendre tel cet animal mythique qu'on appelle le phénix. Merci de m'avoir accordé votre temps et je suis très honoré d'avoir participé à ce colloque de haut niveau. Merci beaucoup. Voilà, j'espère qu'on aura un peu de temps pour des questions-réponses tout à l'heure, mais on va enchaîner tout de suite avec le professeur Kouma qui va nous donner le point de vue institutionnel en Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier Samuel qui est très loin de nous, qui aurait dû être avec nous. Malheureusement, il n'a pas pu, malgré tout ce que Gauthier a pu faire pour qu'il soit avec nous. Mais Mathieu étant là, c'est comme s'il était là parce que c'est tous des personnels de Médecins du monde. Et moi, je suis là aussi, grâce à eux d'ailleurs, parce que c'est eux qui ont parlé de moi à Gauthier pour que je puisse être là. Moi, je suis le représentant de l'État de Côte d'Ivoire. C'est mon institution qui gère tout ce qui est usage de drogue et même trafic de drogue. C'est-à-dire que c'est holistique. Et c'est mon institution qui a introduit donc cette loi qui a été adoptée, contrairement à la loi de 88, qui est très, comment on peut dire ça, qui est une loi très répressive. Et voilà pourquoi nous avons dit respect des droits des usagers des drogues, mythe ou réalité, cas de la Côte d'Ivoire. Nous avons cette présentation qui se trouve là, sur le plan. De toute façon, tout à l'heure, je bavardais avec Gauthier. Je pense que chacun de nous aura les présentations des uns et des autres.
Cela va nous permettre de pouvoir avoir des informations que nous avons partagées avec vous. Et je voudrais dire que d'abord, vous avez la position de la Côte d'Ivoire, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ceux pour lesquels on reconnaît très bien la Côte d'Ivoire, c'est le gros producteur de cacao. Nous sommes le premier producteur dans le monde en matière de cacao. Donc c'est sûr que certainement 50% des chocolats que vous consommez viendraient des plantations ivoiriennes. Nous avons d'autres produits aussi. C'est une ancienne colonie française et nous parlons comme langue officielle le français. C'est un pays qui est limité par d'autres pays comme le Mali, le Burkina, le Libéria et le Ghana. Et il semblerait que c'est le pays le plus riche de la zone CFA de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire chaque 100 francs CFA qui circulent dans les 8 pays de la zone CFA, 60 francs est en Côte d'Ivoire. Pour les différentes définitions, je pense que ce n'est pas... Chacun pourra trouver ça, comme je le dis, dans le document qui va nous être partagé, c'est-à-dire le respect, les droits de l'homme, les mythes, la réalité. Nous pouvons tous, chacun de nous, dire quelque chose dessus. Mais ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'en matière de... Pour le contexte, la Côte d'Ivoire a ratifié toutes les conventions des Nations Unies sur les drogues, la convention de 61, de 71 et de 88. Et ces différentes conventions font des obligations à chaque État l'ayant ratifié. Vous savez qu'on doit faire en sorte d'intégrer les différents éléments des conventions dans nos différentes lois. Donc il faut une transposition obligatoire. Malheureusement, dans ces différentes transpositions, quand on regarde, avant la loi actuelle, il y avait l'absence de dispositions importantes, notamment le régime de la prévention de l'usage des drogues, les alternatives à l'incarcération, le volet coopération internationale, les études et la recherche, la réduction des risques comme politique de santé publique et aucune allusion directe aux droits de l'homme ou aux droits des humains. Parce que n'oubliez pas que, je voudrais donc donner ce petit exemple, il y avait un jeune étudiant, un de nos étudiants qui était un médecin du monde, c'est là-bas il a fait son stage, qui devait faire sa thèse sur les drogues, et c'était la croix et la bannière, parce qu'il ne pouvait pas transporter de la drogue dans la ville d'Abidjan. S'il rencontrait le policier, il devait aller en prison. J'étais obligé, moi-même en tant qu'enseignant, pour aller voir le procureur de la République pour lui donner une autorisation pour pouvoir faire sa thèse, ce qui n'est pas normal. Parce que tant qu'on ne fait pas de la recherche sur la substance, on ne peut pas trouver de bonnes solutions. Donc, nous nous sommes battus pour cela et nous avons trouvé les éléments. Et en matière des droits de l'homme, nous avons pris l'image que certainement certains Français connaissent, parce que c'est l'image de Taubira sur son document qu'elle lui a écrit, et cela nous a intéressés pour pouvoir faire cela. Et en matière de droits de l'homme, surtout que la Constitution ivoirienne réaffirme la détermination à bâtir un État de droit dans lequel les droits de l'homme, la dignité et la personne humaine, la justice, tels que définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et ce protocole additionnel ainsi que dans l'acte constitutif de l'Union africaine sont promus, protégés et garantis tels que stipulés au chapitre 1er de notre Constitution et dans le Code pénal de la Côte d'Ivoire, en ses articles 400 et 401 de la section 6 relative à la torture et au traitement inhumain et dégradant. Donc si nous avons adopté ces différentes choses-là, alors il va falloir les traduire en actes, parce qu'on ne peut pas avoir ça dans la Constitution. Et puis il se trouve que dans la loi qui gère une partie des peuples ou de populations, que cela ne soit pas respecté. Alors nous avons pensé à la réforme. Parce qu'une réforme, pourquoi? Parce que la réforme est un outil de communication. Vous êtes d'accord avec moi? Ça donne une valeur unique. Ce qu'on va faire, c'est stratégique, ça donne une identité visuelle à notre pays, c'est du marketing, ça donne de la visibilité, ça permet de gérer les émotions et l'expérience client que nous avons dans ce parti et dans cette partie-là. Donc voilà pourquoi nous avons
prévu, comme je disais, la réforme de la loi 88, parce que nous avons ratifié les différentes conventions et nous avons participé à UNGAS en 2016, cette réunion extraordinaire des Nations Unies qui s'est réunie spécifiquement sur la drogue et surtout sur les usagers et dire ce que chaque pays devait faire. C'est ainsi que nous avons élaboré et adopté une loi, la loi 2022 dont Samuel a parlé tout à l'heure, 407, du 13 juin 2022, portant lutte contre le trafic et l'usage illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et leurs précurseurs en Côte d'Ivoire. Pourquoi cette réforme? Parce que c'est doté d'une loi orientée vers des approches plus humaines et plus équilibrées. Parce que quelqu'un le disait hier, je ne sais pas si c'est celle qui est intervenue depuis le Portugal, non, c'est oui, celui qui est intervenu depuis le Portugal, de l'Union européenne, qui disait que le volet répression n'a pas porté ce qu'il devait apporter, donc il fallait réfléchir autrement. Et puis apporter des réformes en conformité avec les obligations des 3 conventions. Parce que quand vous prenez la convention de 71 ou la convention de 61, même déjà, on demandait de pouvoir traiter les usagers. Mais si vous ne les traitez pas, si ce n'est pas prévu par la loi, parce que n'oubliez pas que les magistrats et les officiers de police judiciaire, j'aime bien le terme anglophone, on les appelle les applicateurs de la loi. C'est l'application de la loi, de manière bête. La loi est là, on l'applique un point, un trait. Et alors, il faut changer alors cette loi. Prendre en compte les engagements issus de UNGAS aussi, et puis prendre en compte le plan d'action de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la CEDEAO, qui aussi instruit les États à pouvoir prendre en charge les usagers mieux que ce que nous avons pour la lutte des drogues et la lutte, le trafic et l'usage. Et corriger les lacunes que nous avons constatées dans notre loi. Et le processus de la réforme, on a commencé depuis longtemps. Ça n'a pas été facile, j'en parlais tout à l'heure avec Mathieu, on se le rappelait encore, parce que ça a traversé plusieurs ministères. J'ai fait ce travail sur plus de 10 ans, parce que j'ai eu d'autres opportunités de partir ailleurs en tant qu'enseignant, mais vous savez, travailler dans le milieu de la drogue, entre de manière péjorative, je veux dire que c'est comme si nous aussi, on était devenus addicts. Parce que j'avais une passion, j'avais une volonté de vouloir changer les choses. Et je me suis dit, tant que ça ne change pas juridiquement, ça ne peut pas changer au niveau des hommes. Parce qu'il fallait parce que vous allez rencontrer beaucoup de pays. Je donne des cours en Tunisie, excusez-moi, mais en Tunisie, mes collègues de Tunisie m'ont dit, un médecin tunisien, vous recevez un usager de drogue, vous ne le signalez pas à la police. Si la police le sait, la police vous poursuit. Ça, c'est grave, même au Maroc. Beaucoup de choses sont faites au Maroc par rapport aux usagers des drogues. Mais il se trouve que la loi est figée. Donc si demain, le roi Mohamed VI qui est là, si demain il n'est pas là, qu'il y a un autre roi qui n'a pas la même visibilité, les choses peuvent basculer autrement. Et je me suis dit, ça ne sert à rien, sinon vous avez vu, il a dit la réduction des risques, c'est depuis 2015. Donc c'est du toléré. On a toléré la chose, maintenant il fallait que la loi vienne plomber cela, pour que les gens puissent travailler correctement, qu'ils ne soient pas ces personnes-là qui ont toujours la peur au ventre. Samuel l'a dit tout à l'heure, il faudrait qu'institutionnellement, nous soyons acceptés, et c'est ce que nous avons essayé de faire au niveau de la lutte contre la drogue. Nous avons organisé des ateliers, des séances de plaidoyer, même si l'État, normalement le plaidoyer c'est du privé au public, mais moi j'étais obligé de faire des plaidoyers, aller m'asseoir chez mes ministres, pour leur parler, pour discuter avec eux, leur faire comprendre la réalité, surtout en tant qu'enseignant de physiologie. Souvent, je me déplace avec la carte, comment on appelle ça, le trou du cerveau, avec tout ce qu'il faut, la dopamine et tout, voir comment travailler même sur des grenouilles pour qu'ils voient. Ça dit qu'on puisse sentir de près ce qu'on est en train de vivre. Je l'ai vécu, si vous voulez, ce que je suis en train de vous expliquer. Et cela nous a permis, comme je le disais, l'adoption donc de cette loi. Donc la réforme de la loi, comme je le disais, on a vu ces choses-là. La nécessité de la réforme, ça aussi, on en a parlé. Et nous sommes arrivés donc à l'adoption le 13 juin 2022. Et vous allez voir les avancées fondamentales
voyez, l'intitulé même de la loi, parce qu'à l'initiale, en 1988, la loi disait portant répression de la lutte et de l'usage. Et la nouvelle loi ne dit plus répression, c'est portant lutte. Et ça déjà, quelque part, ça a un sens. Et au niveau toujours de la loi, vous avez la réduction de l'offre qui est dans cette nouvelle loi. Parce qu'il faut reconnaître, comme je vous l'ai dit, les 4 piliers de la lutte contre la drogue en Côte d'Ivoire, la réduction de l'offre, la réduction de la demande, la réduction des risques et la recherche, que je n'ai pas mis ici, mais tout est dans la même loi. Et c'est nous qui avons proposé cette loi-là. Donc on va laisser ça. La réduction de la demande, l'aspect alternatif à l'incarcération qui institue l'injonction thérapeutique est dans la loi, c'est l'article 19. La dimension scientifique, elle est dans la loi. Le traitement et la réhabilitation, donc c'est dans la loi. La création d'un conseil médico-judiciaire auprès des tribunaux pour la prise en charge des PUD, parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, ce que vous devez comprendre, pour nous, l'addiction est une maladie, et c'est une maladie. C'est une maladie du cerveau, sauf que ici, contrairement à la malaria, c'est le paludisme, c'est, comme on peut appeler ça, le moustique qui va vous apporter la maladie. Et ici, c'est la substance qui apporte la maladie. Et donc, nous avons accepté que c'est une maladie. Si c'est une maladie, il faut corriger la personne. Il faut aider la personne à aller en soins. Et quand on vous prend, ce n'est pas pour vous emmener en prison. C'est pour que, d'abord, dans un premier temps, le conseil médico-judiciaire va regarder est-ce que vous êtes malade. Est-ce que c'est une primo-consommation? Si c'est une primo-consommation, on vous donne le conseil et puis on vous libère. Si maintenant vous êtes, si c'est un usage récréatif, là aussi, il y a des conseils liés à l'usage récréatif. Mais si c'est une addiction avérée, vous allez en traitement avec la facture à remettre à l'État. Et ça aussi, nous devons revoir le décret par rapport aux institutions qui prennent en charge les malades et qui doivent être payés par l'État. Aujourd'hui, les frais étaient un peu trop bas, donc les structures ne sont pas trop chaudes pour pouvoir prendre les personnes en charge. Nous avons la réduction des risques aussi qui est prise en charge. Et dans la même loi, il a été prévu donc la création de l'agence de gestion de recouvrement des avoirs criminels, l'argent de la drogue, lutte contre la drogue. Donc cette agence-là, l'AGRAC, qui a été créée, a vendu même un bateau qui a été pris avec de grandes quantités de cocaïne, avec des véhicules de luxe ont été vendus. Et l'argent va être dit comme c'est maintenant. Donc le décret de répartition des fonds vient d'être pris avec les arrêtés. Donc cet argent va être mis à notre disposition pour que cela puisse aider à la prise en charge des usagers des drogues. Et puis de tout ce qui est politique, aussi des formations, parce que comme je le disais, il faut pouvoir former la chaîne pénale, il faut former et tout. Les défis aux priorités, comme vous voyez, c'est la mobilisation des ressources, l'élaboration des textes additionnels, la formation de la chaîne pénale, parce que les usagers, comme on appelle ça, les magistrats, Samuel l'a dit tout à l'heure, hein, c'est une loi qui est très récente, elle est récente, c'est 2022, juin 2022, juin 2023, 2024, ça fait 3 ans, c'est pas trop, c'est pas lointain. C'est vrai, c'est les nouveaux magistrats qui sortent des écoles de magistrature, et les anciens, pas tout le monde. Ça veut dire quoi? Il faut pouvoir faire de la formation et vous voyez les quantités d'officiers de police judiciaire que nous avons qui sont sortis des écoles de police, des gendarmeries et tout ça. Beaucoup n'ont pas encore cette nouvelle loi. Il faut pouvoir échanger avec ces personnes. Il faut pouvoir leur expliquer, les aider à pouvoir s'approprier cette nouvelle loi. Malheureusement, je n'ai pas suffisamment de moyens pour le faire. Je veux bien le faire, je n'ai pas encore les moyens qu'il faut. Et alors, nous allons aller à la conclusion rapidement pour dire que, vous voyez, c'est des systèmes, c'est des... Mathieu, cette image dit quelque chose à Mathieu, certainement. C'est une image des médecins du monde, où ils sont, c'est le maraudage, c'est le outreach, où ils vont dans la rue pour rencontrer les jeunes gens, qui se retirent dans des zones qu'on nous on appelle les ghettos, où ils vont se cacher pour fumer leurs substances.
Et eux-mêmes, jusqu'à aujourd'hui, sont dans l'auto-stigmatisation. Ils n'ont pas encore intégré cette loi, les usagers n'ont pas intégré. Et là, nous avons besoin des communautaires pour leur expliquer les bien fondés de la loi. Et comme nous, on le dit là, avoir une consommation responsable. Et nous disons que la vie est comme aller à bicyclette. Vous ne tombez à moins de cesser de pédaler. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que les Strasbourgeois ne me diront pas le contraire. Parce que c'est la ville où je rencontre le plus de vélos. Et ils le savent mieux que moi, que si tu es sur ton vélo, que tu ne pédales pas, tu vas tomber. Donc tant que nous pédalons, nous allons avancer. Donc c'est comme ça, c'est cette lutte-là. Et je suis avec les ONG, je les accompagne. Je suis à la retraite. Chez nous, la retraite, c'est 65 ans. J'ai 67 ans, je suis parti à la retraite. On m'a rappelé, mais si vous voulez, par passion, je suis revenu pour pouvoir achever, parce qu'il le disait, on vient d'écrire certains décrets, des arrêtés et tout ça pour pouvoir en finir avec. Et l'image, s'il vous plaît. OK. Donc je disais encore, après cette image du vélo, nous sommes tous sous le même ciel, mais nous n'avons pas les mêmes horizons. C'est vrai que beaucoup de personnes et moi, nous sommes tous des enseignants, nous sommes sous le ciel de la Côte d'Ivoire, on sait, mais on n'a pas les mêmes vécus. Certains ne connaissent pas Samuel, ils ne connaissent pas Mathieu. Moi, je les connais, je les fréquente. Je suis addictologue, je prends en charge des usagers, je connais leurs problèmes. Je discute avec les familles, je connais les parents. Donc, vous voyez que c'est plus facile pour moi d'en parler que d'autres personnes. Et voilà pourquoi nous qui sommes dedans, on doit pouvoir en parler, pour qu'on puisse trouver des solutions. Ok, la fable de la grenouille bouillantée, vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous la raconter. Cette fable dit que la grenouille, ce batracien, quand vous le plongez dans de l'eau chaude, vous le prenez, vous le mettez dans l'eau chaude, il saute, il sort. Par contre, si vous mettez cette grenouille dans de l'eau tiède, elle ne sort pas. Quand vous mettez la bassine ou la casserole dans laquelle se trouve cette grenouille avec l'eau tiède, que vous mettez à chauffer, elle ne sort pas jusqu'à ce qu'elle meure. Parce qu'elle dit s'adapter à la situation. Et alors, le monde actuel, que ce soit la France, que ce soit tous les pays, mon pays, la Côte d'Ivoire, nous pensons que nous allons adapter à une situation et qu'il y a des gens qu'on peut rejeter, il y a des gens qu'on peut, mais on ne peut pas, ces personnes vivent avec nous, ces personnes, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos parents, qu'on le veuille ou pas, on est avec eux. Soit on les prend avec nous pour qu'on avance ensemble. Parce que chez nous, il y a un adage qui dit, quand vous ne pouvez pas fuir pour laisser quelqu'un, quand la guerre va se déclarer, la méthode que vous allez utiliser pour fuir, il faut le lui apprendre afin que vous puissiez vous en sortir ensemble. Gauthier étant mon frère, si je sais que lorsque les bombes vont arriver, je ne peux pas partir sans Gauthier, et que moi j'ai les moyens d'aller plus vite, que j'enseigne à Gauthier comment aller plus vite, pour qu'on aille ensemble. Et que si on ne le fait pas pour pouvoir aider ces personnes usagères, alors nous serons tous ensemble consommés, nous allons tous mourir dans ces bouilloires d'eau chaude. Et alors, nous le disons, en conclusion rapidement, que ce que nous voulons vous dire ici, c'est que pendant longtemps, la Côte d'Ivoire, conformément aux dispositions contenues dans la loi de 88, sur les drogues, qui se veut très répressive, a donné la priorité aux actions en lien avec la réduction de l'offre. Notre vision actuelle de la Côte d'Ivoire est une approche plus équilibrée de la lutte et donc l'alternative à l'emprisonnement. L'usager n'est plus perçu comme un délinquant, mais plutôt comme une victime. Un malade nécessitant une prise en charge appropriée à son état pendant que le trafiquant reste un criminel. Ce n'est pas le malade qu'il faut criminaliser, mais c'est celui qui fait le trafic qu'il faut criminaliser, conformément à notre compréhension. Des séminaires sont organisés avec le personnel de la chaîne pénale, magistrats et tout ça. Et nous pensons que le respect des droits de l'usager des drogues en Côte d'Ivoire n'est pas un leurre, mais plutôt une réalité indéniable et manifeste. Je vous remercie. Merci. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais je crois que Samuel voulait encore dire un mot. On va peut-être
Voilà, Samuel. Oui, merci Gauthier. Alors, le seul mot que je peux dire, c'est merci. Merci à toi de m'avoir permis cette lucane. Aussi, remercier aussi la Côte d'Ivoire, parce que s'il n'y avait pas de cette discussion-là, on n'aurait pas eu l'occasion de se rencontrer. Donc, que la lutte continue et il n'y a plus rien à dire. Merci. How you doing? I'd just like to say thanks to the contributors. It was very valuable to hear the impressive work going on in the Ivory Coast around the rights-based work, and I think what was powerful was the recognition that this work starts with the acceptance that there's certain groups of people in our societies, because of their class, background or drug use, are denied their rights. So it's very much set within the context that this work is about social change, and that we have to have a structured approach to how we achieve that. And I work for an organisation called ISCA, the National Advocacy Service in Ireland, and some of this, we have similar principles, values, processes and barriers. And I think the process you outlined there is very embedded in collective action, collective decision making, high levels of participation. And I think just to reflect for people who've attended the conference, to take home the messages from the presentation here. You know, if you're a service provider, if you're a legislator, if you're a policy maker, always ask yourself this question: when you're engaging with people with living experience or peers or whatever the term may be, and you're looking to create social change, are they spectators in decisions? Are they equal partners in decisions, or are they leaders in decisions? Because if you set up processes and ask people to participate and they end up just being spectators of decisions, not only is it tokenistic, it can actually be harmful, and you can end up using people with living experience. So reflect and learn from the presentation and take that home with you. Thanks. Merci beaucoup, et effectivement c'est l'exemple là dans le changement de la loi où, si j'ai bien compris, les usagers ont pu participer à l'écriture même de la loi, et je crois que c'est quand même un exemple qui est aussi à prendre chez nous, parce que je crois qu'on oublie bien trop souvent leur avis sur la question. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est par là. Oui. Ce que je voudrais même dire par rapport au changement de la loi, Médecins du Monde a financé des ateliers de la loi. Médecins du Monde a organisé le plaidoyer vis-à-vis des sénateurs, parce que nous avons deux chambres. Vous avez la chambre basse avec les députés et la chambre haute avec les sénateurs. Et Médecins du Monde a financé le CONATSI, dont il a parlé tout à l'heure, qui est la fêtière des ONG de lutte contre la drogue, pour aller au Sénat, aller rencontrer les sénateurs, discuter avec eux, leur expliquer le bien fondé. De telle sorte que quand nous sommes passés au Sénat, la loi a été adoptée à 100%. Personne n'a rejeté la loi, que ce soit chez les parlementaires, comme chez les députés, comme au Sénat. Pour dire que nous avons, et même là, les décrets que nous l'écrivons avec les usagers. Nous l'écrivons avec les ONG qui sont dans le domaine. Et nous associons, en plus, tout ce qui est VIH-Sida et toutes les maladies concomitantes. Nous les associons à cette loi parce que nos usagers ont des soucis avec ces différentes maladies qui sont aussi dans l'environnement. Donc on ne peut pas écrire une telle loi en évitant, comme l'a dit Samuel, vous ne pouvez pas décider de quelque chose pour quelqu'un sans que la personne ne donne son point de vue. Je voudrais par la même occasion, comme je vais laisser le micro bientôt, dire merci à Itac, dire merci à Gauthier et dire merci infiniment à Pascal. Pascal était cette dame avec qui j'étais en contact tout le temps avant d'arriver ici, avec qui on a échangé beaucoup. Et je souhaite vraiment bon vent et que votre expérience ne s'arrête pas. Certainement que nous aussi les Africains, comme on a nous Djoudjou, on va aller les serrer pour que Macron puisse permettre que ça puisse continuer. Parce qu'il ne faudrait pas que cela s'arrête. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, on va passer à la dernière partie de la matinée. Je vais laisser la parole à Moreau et Gériane pour
nous présenter le film qu'on va vous projeter là tout de suite. Bonjour. Donc, nous travaillons tous les deux pour la fondation JDH dans le service Contactech qui dispose d'une salle de consommation à moindre risque qui se trouve dans le sud du Luxembourg. Mais tout d'abord, nous tenons à remercier l'association ITAC pour l'invitation ainsi que le Conseil d'Europe pour ce 4e colloque international. Donc, on note, je vais juste présenter un peu la JDH, on note que la salle de consommation à moindre drogue, la JDH dispose d'un programme de substitution, de logement encadré, des consultations psychologiques pour les personnes et aussi pour leur entourage, ainsi qu'un service de parentalité. Comme vous pouvez vous imaginer, donc, il y en a quand même beaucoup de personnes qui sont suivies par nos services et qui se trouvent dans des différentes étapes de leur vie. Certains consomment activement, d'autres sont substitués, les uns ont un logement fixe et d'autres sont à la rue ou soit dans des foyers d'urgence. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour vous présenter les témoignages de ces personnes, nos histoires de vie marquées, mais souvent oubliées et stigmatisées. Ces témoignages ont été enregistrés dans le cadre de la semaine de la santé mentale et qui avaient comme but d'envoyer un message aux futurs professionnels de santé, que ce soit les futurs infirmiers, éducateurs ou même les assistants sociaux. Donc, je ne sais pas comment cela se passe dans d'autres pays de l'Europe, mais surtout au niveau du Luxembourg, on constate que les sujets de la toxicomanie et la complexité de la prise en charge autour des personnes donc, sont souvent abordés pendant les parcours de formation des professionnels, mais ils ne sont pas tout à fait approfondis. Donc, et nous pensons qu'aujourd'hui, c'était vraiment une occasion manquée de ne pas porter leur parole, si riche et légitime, auprès de ceux et celles qui vont peut-être un jour être amenés à occuper d'eux. Donc, car on connaît tous les difficultés que rencontrent les usagers auprès des organismes. Et au Luxembourg, on appelle les offices sociaux, ou même pour avoir aussi accès aux soins. Donc là maintenant, je pense qu'on a déjà assez parlé. Laissons parler ceux qui ont vraiment des choses intéressantes à nous dire. Bonne écoute. Moyen, kannst du dich von der Schilder Purwieder vorstellen? Bonjour, peux-tu te présenter en quelques mots? Guten Morgen, ich bin Martin, ich bin 42 Jahre, ich bin zuerst geboren, ich bin drogenabhängig gewesen und für den Moment sind ich über eine gute Reihe, ich will das nicht mehr mit der sein und voilà. Moi c'est Rocco, j'ai 24 ans, je vis à la rue. Meine Masel, die ist schon 43 Jahre, sind seit ungefähr 25 Jahren lang drogenabhängig und ja, auch keine Arbeit, so was ein typischer Junkie-Stil. Je m'appelle Michael, j'ai 34 ans et je fume la cocaïne. Welche illegal Drogen hast du am laufenden Leben konsumiert? Quels sont les produits illicites que tu as déjà consommés au cours de ta vie? Das geht von der Cannabis bis Heroin, von der Heroin bis Kokain, LSD, alles, ganz palat, ja. Je suis consommateur de drogue depuis l'âge de 15 ans. Actuellement, je consomme une boule par semaine d'héroïne. Et malheureusement, c'est l'alcool tous les jours et le cannabis. Cannabis, hashish, cocaïne et héroïne. Kiffen habe ich angefangen mit 12, 13, also ab Satjam schon. Und dann noch relativ viel alldag. Und dann so, ja, mit 16, 17 Jahren schon mit Age angefangen. Dann mit 18, 19 Jahren schon angefangen mit Injizieren. Ich meine, am größten ganzen 20 Jahre lang, aber ob dann noch. Quand j'étais jeune, j'ai fumé beaucoup d'années de l'herbe. Et puis à 40 ans, j'ai commencé avec l'héroïne. Wie alt warst du, wie du die erste Kehr konsumiert hast, aber was war den Auslöser? À quel âge as-tu consommé pour la première fois et y a-t-il eu un déclencheur particulier? Mon premier joint, c'était à l'âge de 14 ans. C'était pour faire comme les copains. Et cocaïne, j'ai commencé à l'âge de 20 ans.
suite à la perte de mes parents, j'arrivais plus à gérer. Et héroïne, je commençais à peu près à 1 an. Eben, ja, gut, also geiert gehen an, geht ich dann hin als junger Typ. Op qua, ja, da was ich geiert, da gehen Kollegen an, dann sind dann angefangen. Das war dann meine Familie. Und das da immer die weitergegangen. Verschiedene Fehler, die dann direkt, wo ich mich auch zufriedengestellt habe. Jetzt zu weisen, mal schlecht gegangen, also da hat weh, also mein Liebeskummer, das en dan direct, dat niet te wijzen, hij is in die naden, maar ik weet geen daarna. Voilà. C'était un mal-être depuis petit, depuis l'âge de 7-8 ans, quand j'ai subi des violences sexuelles. Et c'était après la mort aussi de mon grand-père. J'étais petit, voilà. Pour moi, je me drogue parce que j'ai des souffrances et on essaye de les étouffer. Het me eng Wärme gehen, wat man als Jugendliche, als Kind gefehlt wird. Und Heroin, le feeling de où dat ersetzt. J'avais un frère, bon, il a commencé à faire un peu de trafic déjà. Moi j'étais encore jeune, j'avais 17 ans. J'ai connu l'héroïne vachement tôt à la maison, l'héroïne, les flics qui se ramenaient à la maison et tout là. Bon, je veux pas dire que c'est à cause de lui que je suis rentré là-dedans, non, nous on choisit pas la vie qu'on veut, hein. Des fois ça dépend où tu es ou à quel moment, ça dépend de beaucoup de choses, hein. C'est pas quelque chose que tu choisis, c'est quelque chose qui t'arrive comme ça dans ta vie. Et de toute manière, la drogue, l'héroïne, la cocaïne ne choisit pas de race ni de personne. Tout le monde peut tomber dedans, malheureusement, c'est comme ça. Welchen Effekt hat Konsumation auf die körperliche und mentale Gesundheit? Quels ont été les effets de la consommation sur ton état psychique et physique? Beide sind es nicht die so sind, also psychisch definitiv nicht, aber physisch auch nicht. Bei den 43 Jahren ist viel Bescheid, wie würde ich das ich hätte, also würde ich 70 hätte. Überall könnte denken, für mich geht psychisch einfach nicht mehr hoch. Voilà, das Verhalten ist wohl leicht bei ich merke, dass ich früher angefangen habe, Drogen zu konsumieren, so was. C'est une frustration de tous les jours et plus le temps il passe. Et je crois que je vais jamais réussir à rester abstinent, même si j'ai un contrôle de consommation actuellement. Je consomme 1 fois par semaine, ça me soulage un peu. Et aussi mes tendinites, on dirait que j'ai le corps plein de tendinites. Et quand je consomme, j'ai moins de douleur. C'est tous les jours la galère. Parce que je ne suis jamais bien, je suis malade, j'ai mal là, j'ai beaucoup de difficultés à stabiliser mes angoisses, mes anxiétés. Ich habe Angst geholt an der Schule, ich hatte Angst an der Schule ganz viel komplexer an, ich konnte nicht viel lesen und so, aber mit Heroin konnte man es nicht vergessen. Den ich gedacht habe, was man das Zeit. Also solange ich nicht körperlich davon aufhängig ist, das geht so schnell. Du kannst du morgens nicht aus dem Bett, dich ganz nicht geschweißt, du bist plötzlich nass. Ich finde es wirklich, wie wenn du eine Grippe hast am Anfang, weil du weißt ja nicht, was du was, sondern Zug. Und meinst du, es wäre ein riesener Kalt, ein Gliederweh, alles nur es lebt. Musste ich übergehen und die Sache, gell, ein bisschen in den Hölzen und so fort. En ce moment, psychique, ça va pas très bien, quoi. Comme c'est mauvais pour le psychique, c'est aussi bon à trouver mon calme, ma sérénité, parce que je pense que si j'aurais pas ça en ce moment, j'aurais déjà fait des gros dégâts, on va dire ça comme ça. La cocaïne te donne aussi des plaisirs, c'est ça le problème. C'est pas tout mal, hein. Tu te fais droguer, mais tu ne te sens pas seul. Et il va te lever toute la merde que tu as à ce moment-là, il va te lever. Certaines choses te passent dans ta vie, si tu ne comprends pas, tu vas te suicider. Tu n'arrives pas à gérer. C'est ça que pour beaucoup de gens ne comprennent pas.
Je suis sûr que 80% des gens qui arrêtent aujourd'hui de fumer la cocaïne ou la gamme, c'est sûr qu'ils vont se suicider parce que tu n'arrives pas. Wie wird dein Leben ohne Sucht verlaufen? Comment aurait été ta vie sans addiction? Elle était meilleure parce que j'aurais fait des projets. Quand on est dans le milieu de la drogue, on ne fait pas de projets. Mon ex en avait des projets. Et moi, j'étais là à côté pour gâcher les projets. Ich denke, es hat ganz anders gelaufen. Aber ich kann nicht genau so, weil es ist alles von Anfang an von allem zu dienen, wie ich aufgewachsen bin, wo ich gelebt habe, weil ich eben nicht bei meinem Papa und meiner Mama groß gewesen bin, dass ich eben ganz klein war. Mein Papa ist ganz früh gestorben, meine Mama ist arbeiten gegangen. Mit 14 Jahren bin ich von ihm fortgelaufen schon und ich, voilà, bin auf dem Internat gestartet. Sie von ihm fortgelaufen, war von einem Feuer an den anderen, von der auf der Straße op Mädchens vorher, voilà, dat war so den ganze Weg. Bis ich dann op der Füg schwanger gesehen an so mein echte Beruf mat 16 Jahre so geil. Klingt krass, wie kann ich Welt feststellen. Kann ich Welt feststellen. Es sind Drogen groß gehen. Drogen du mich mein ganz Leben lang Zitter da stecken kann begleet. Mein Papa Alkoholiker von du hier statt Suchtfaktor schon von du gut begleet. Ich will noch im Moment nicht abhalten. Von dir habe ich auch kein Bild am Kopf, wie was ich abhalten. Il y aurait une petite famille, un petit boulot stable, une femme agréable à vivre, 1 ou 2 enfants comme ça. Wie eng wie hat die Gesellschaft laut dir und Menschen, die unter einer Suchterkrankung leiden? Selon toi, quel regard la société porte sur les personnes qui ont une addiction? Ça a changé un peu, mais il se méfie. Il se méfie plus des drogués que d'un alcoolique. Parce que l'alcool, c'est pas quelque chose d'interdit. Ik heb net zoveel opklärung über das Sujet, van ich am großen Ganzen noch wird Leute dabei sein, dass sie werden mal wissen, wie ein Drogen sich funktioniert und auch, was das alles macht zu springen, wenn ihr Drogen hält. Da kann Verdrängung geschehen, ein Bereich, und so gut wie Très négativement, car il y a beaucoup de personnes qui ont des actions qui sont très néfastes vis-à-vis de notre population de toxicomanes, quoi. Et ces personnes, ils vont avoir tendance à tous nous cataloguer dans le même... on est capable du pire et... ouais, bref, quoi, j'en passe, quoi. Non, ils ne voient pas ça comme une maladie du tout. Ils pensent que nous, on veut être comme ça, au fait. Moi, j'ai pas choisi d'être toxicomane ni dépendant. J'ai pas choisi. On est des drogués pour les autres. Ils cherchent pas plus loin. On consomme la drogue, donc alors on est une mauvaise personne. Alors qu'ils s'intéressent pas à la personne en elle-même. Ils voient seulement que, oui, pour les drogues, oui. Die letzten Jahre sind sie mehr fein mit den Aufhängigen, wie wenn ich 20 oder 25 Jahre zurückrechnen. Wir müssen die Leute auch respektieren, weil es sind immer Leute dabei, die sagen, ich will nicht von so etwas wissen, das muss ich spüren und dann geht es ihnen weh. Aber immer freundlich bleiben. Am Laufe von deinem Leben warst du wahrscheinlich schon mit vielen Gesundheitsberuflern in Kontakt gekommen. Was hat dir am meisten geholfen? Tu as certainement déjà rencontré beaucoup de professionnels de la santé. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? En ce moment, c'est la première fois en fait, que je me sens vraiment appuyé avec des gens qui sont là pour faire ce métier, quoi. On peut mettre des mots, mais pour moi c'est quelque chose de compliqué de mettre des mots sur des actions qui sont tout à fait visibles, quoi, en fait. Les personnes sont beaucoup plus impliquées, limite que même si tu n'as pas envie de faire quelque chose dans la journée, ils vont te motiver au point de devoir faire la chose avec plaisir et envie, quoi. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'avais pas dans les premières années de SDF, quoi, on veut dire, comme ça. Dat ze immer für mich da waren. Dat, wenn ich Hilfe gebraucht habe, obwohl administrativ, gesundheitlich, wohnungsmäßig, und es sind immer in Kontakt geblieben. Ich bin noch froh, dass ich eine Psychologin habe, wo ich aufhört sind, die ich mein Rendezvous habe, wo ich da kann schwätzen. Tout le monde m'a aidé. Ils m'ont mis à l'aise, ils ne m'ont pas jugé, ils ne m'ont pas pointé le doigt. Et en plus, c'est secret professionnel. C'est comme chez le médecin. Et ça, c'est quelque chose de bien. On se sent à l'aise. So Strukturen wie Jugend- und Drogenhilfe, mehr Wortstimme von der Straße, das würden die positiv sehr die Strukturen. Die anderen Strukturen,
die ich wirklich nicht gut fand, dass Lützeburg fehlt immens und Psychiatren und Psychologen. Für du haut es da so Rendezvous bei einem guten Psychiater zu kriegen, dauert es 2 Wochen. Für an das Serverrecht zu gehen, muss ich mal motiviert sein, muss auch Platz sein. Und du hast das Problem auch hier im Land. Wir kennen ganz viele Leute, die dezidieren, das Serverrecht zu machen, aber die haben keinen Platz. Das heißt, die müssen dann 2 oder 3 Monate zurückkommen. Beaucoup d'assistants sociaux, ils font pas son travail comme il faut. Il faut pas regarder les gens comme on drogué. Ça marche pas. Les yeux disent tout. Le visage dit tout. Moi, je me sens en drogué chez eux. Et ça, c'est très important pour tout le monde. Pas pour moi, pour tout le monde. Wenn du die Möglichkeit hast, dich zurück in die Vergangenheit zu beamen, welche Message gingst du dir mal auf den Weg gehen? Si tu avais une machine à remonter le temps et que tu pouvais rencontrer le jeune toi, quel message tu te transmettrais? Ah, petit garçon, tu peux faire ce que tu veux, ton pas. Même avec les bêtises qu'il a fait, il a réussi quand même. Ça fait 20 ans que je n'ai pas de parents et tu vois, j'y suis pas mort. Touchez pas ça. Mir denkt immer, dass nimmen Leben nur ist. Ich bereue effektiv an Alkohol an Drogen befallen zu sein. Mit wenig Experienz an. Ich kann Ihnen just so als Message, alles was nicht real ist, ist nicht gut. Für den Kopf, für den Körper, für die Seele. Essayer de faire du sport et faire autre chose et éviter tout ça parce que ça, c'est la mort. Dürfen Sie bitte leben schon die Schlechtlein. Es gibt wirklich Leute, die weiß sind und sind scheißegal, was man da geschieht. Leider. Wir haben ja zurück in die Vergangenheit geguckt, alle gucken mehr in die Zukunft. Wo siehst du dich in 1 bis 2 Jahren? Alors on a été dans le passé, maintenant on sort la boule de cristal et on regarde dans le futur. Où te vois-tu dans 1 ou 2 ans? Da hoffentlich nicht tot, so mal so. Sind nicht ganz richtig raus, hoffentlich nicht tot. Nee, ich will einfach überleben. Ich will einfach überleben. Ich kann einfach sonst kein Wunsch mehr. Wir sind nur so lange drauf, dass bei mir immer nach Kanal da River sind. All das kann die Dose zu viel sein. Das bin ich mir ganz bewusst. Und, voilà. Ich spüre das ja körperlich, geistlich. Ich spüre das wirklich. Es gibt immens Bier auf ganz sehr. Je vais être très honnête avec vous. Actuellement, je ne vois rien. Parce que c'est beaucoup d'années, beaucoup de frustration, beaucoup d'échecs. J'ai même peur de me mettre encore. Ouais, et après, ça va être encore à nouveau un échec, une frustration. Alors, je ne mets déjà pas beaucoup la pression là-dessus, vous comprenez? Je ne peux pas. Ça me coince tous les jours dans ma vie. Mais encore aujourd'hui, des fois, j'ai des pensées que le lendemain, je ne veux plus me réveiller. Ja, natürlich perfekt, wahrscheinlich eine Wohnung hat, und was mich meine Moment ich noch nicht bereit dafür. Ich denke mal, schon Chance, wie ich da gefallen bin. Da bin ich hoffentlich an 2 Jahren noch so weit sein. Ich meine, dem Leben, dass es vielleicht keine Neuigkeiten sind, gute Neuigkeiten. Und insoweit braucht er nicht zu sterben. Dans un centre thérapeutique, peut-être même à l'étranger, quelque chose de bien fort, bien stable, que je puisse avoir les clés, les solutions à confronter mes problèmes, parce que le problème, c'est pas pendant la thérapie qu'on les a, le problème, c'est qu'on revient de la thérapie qu'on les aura. Les années passent vite, alors je pourrais pas te dire comment je me vois. Pour l'instant, je suis ici et j'essaye de réfléchir dans ma tête, moi-même tout seul, une solution pour sortir de cette merde, parce que j'en ai marre. Si je serais pas mort, je serais ici au pays avec ma maman, parce qu'on est que les deux. Hast du noch ein Message, den zu den zukünftigen Gesundheitsberuflern willst du auf den Weg gehen? As-tu encore un message à adresser aux futurs professionnels de la santé? Qu'ils n'arrêtent pas de faire ce qu'ils font là, parce que c'est très important, parce que ça finira jamais. On a besoin de vous là, parce qu'il y a plein de jeunes qui sont à l'école déjà qui consomment des drogues. Ça va empirer tout ça. Il faut que vous soyez là avec nous là, parce qu'on a besoin de vous de toute manière. Et moi je crois que vous faites un très beau métier et c'est bien. On a besoin de vous, il faut que vous soyez là pour les jeunes les jeunes de l'avenir, parce que ça craint, ça craint vraiment. Ouais, ça devient vraiment grave. Denkt immer, ich will den Mensch helfen, so wie ich mich, dass sich so kann fühlen, wie ich mich will fühlen. Oder will fühlen. Geht nicht immer äußerliche Sachen. Der Mensch besteht aus seiner Seele und aus seinen Wünschen und Träumen. Dafür vergisst nicht der Mensch am Mensch.
ça serait de bien écouter leurs clients et de surtout s'impliquer à essayer de voir ce qui ne va pas en eux. Parce que très souvent, les gens qui consomment les drogues dures, c'est parce que c'est des gens qui ne se sentent pas à l'aise avec eux-mêmes et ils ont des normes complexes à surmonter la société en temps normal, quoi. Et ouais, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui se renferment dans ça. Hein. C'est quelque chose qui est très important, ça s'accepter soi-même, quoi. Et une fois qu'on s'accepte soi-même, bah, on peut aller au-delà de beaucoup de choses, quoi. On peut franchir de grands obstacles. Muss ich ganz viel Geduld mat so Leiit. Muss ich mat Herz dabei sinn, weil er net nëmme mëcht. Wenn's dem Geld, dann los fan man de vun. Na da ist de kan. Il faut que les gens qui voient un travail comme ça, qui aiment aider les gens. Parce qu'il y a des gens que tu vois qui sont là pour ça payer à la fin du mois. Si tu n'as pas des gens qui passent 1 heure ou 2 heures à t'infecter et que tu vois que tu aimes son travail, le mec il ne va pas réussir, la personne ne va pas réussir. Il faut de l'amour. Le diplôme c'est l'amour, c'est ça qui manque. Für mich wird kein Beruf gift habe ich Themen und dafür fand ich cool, was Leute machen. Der wenn nicht du persönlich schulden an dem Beruf. Sie hat noch viele Leute sind, die wollen das nicht seriös, weil die Tomat oder die wollen das für dass das sowieso ist, oh, der muss das sowieso man die Geo bezahlt. Gehen noch Leute die dummer frasch gehen, die werden doch viel Blut gehen. Du willst das einfach nicht paar Themen und merci, dass er von dem Bereich schafft. Willst du das noch sagen? Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Die Leute genial und du musst an, also das gibt mein neu nicht, wo ich muss gucken, ob ich betreut Funde machen oder so. Ich denke nicht, dass die Leute nur allein gehen. Also die Leute so wie ich, die will so was ich proper zu bleiben, weil das Sche proper zu sehen. All Menschen Probleme, wie ich konsumiert habe ich Probleme, aber wie ich nicht konsumiert habe ich auch die Probleme. Nee, die Welt ist die Probleme ganz anders, dass man nicht clean ist. Die ganz anders, dass man da, weil wenn ich drauf was, da geschieht es nach der Kante, treten sie immer mehr an die Probleme. Und dann nur sagt, wie bei mir gegangen ist, dann war Prison und war lange Prison. Und das wünsche ich gerne. Und das ist auch Hilfe sicher, weil verschiedene Leute, wenn die Probleme haben, direkt etwas machen. Weil werden, das ist die falsche Weg. Je voulais partir de ce monde comme je suis venu au monde, sans rien. Je me suis dit, tu es venu au monde sans ça, et tu vas faire tout ton effort pour partir de ce monde clean. Merci beaucoup. Comme conclusion, j'aimerais juste dire que les rôles des pères aidants, ils peuvent aussi avoir une influence directe dans les parcours de formation des futurs professionnels. Pas seulement, on parle souvent de votre responsabilité dans la communauté, mais ça peut aussi s'adresser à nous-mêmes